Regardez cette sale femme noire. Bien, ricana le juge Vannant en la voyant entrer, les poignets liés par du fer froid. Un autre cafard à écraser sous le marteau. Il avait fait carrière en condamnant des accusés noirs sans la moindre preuve. Chaque condamnation était une traque silencieuse, menée avec délectation. Pas d'avocat, pas de défense, juste une voleuse présumée sans avenir. Danick soutint son regard avec un calme défi. Elle avait, sans le savoir, provoqué sa propre chute quelques heures avant d'entrer dans la salle d'audience. Main là où je peux les voir, aboya un policier. On la tient, chuchota Théil dans sa radio. Et on sait déjà quel juge jugera cette femme noire comme il se doit. Déconcertée, elle se retourna lentement et leva les yeux. « Excusez-moi », les mains en l'air, cria un autre policier, la main posée sur son pistolet. Danick leva instinctivement les bras, un frisson lui parcourant l'échine. Tremblante, elle demanda « Que se passe-t-il » Le plus grand des policiers, un homme corpulent au visage rougeau et à la barbe de 3 jours, s'approcha. « On a signalé un vol à l'étalage à proximité. Une femme de votre corpulence, en tenue de sport et tresse, a été vue en train de fuir avec des objets impayés. On m'accuse de vol à l'étalage » La voix de Danick était calme, quoique teintée d'incrédulité. « Avez-vous votre reçu » demanda le jeune policier, d'un ton légèrement plus doux. « Bien sûr que oui » répondit-elle en fouillant dans son sac. Avant qu'elle puisse le récupérer, le premier officier aboya « N'essayez surtout pas de mettre la main dans ce sac. » Dans un éclair, l'homme plus âgé la saisit par le bras, la fit pivoter et lui passa des menottes métalliques au poignet. Elle eut à peine le temps de s'exclamer « C'est une erreur », qu'il la poussa vers la voiture de patrouille sans même la regarder dans les yeux. À l'intérieur, Danick luttait pour reprendre son souffle. La sueur perlait sur son front non pas à cause de la chaleur étouffante, mais de la rage impuissante et du nœud qui lui serrait la gorge. Elle entendit le grésillement de la radio de l'agent, suspect en état d'arrestation. Code 14B. Noir. Année 1930. Attitude provocatrice. Attitude provocatrice, bien sûr parce qu'elle refusait de baisser la tête, parce qu'elle osait exiger des réponses. Le lendemain matin, le silence glacial de la cellule lui engourdissait les jambes. Ses bras la lançaient sous le coup des menottes métalliques. Personne ne prit la peine de lui expliquer quoi que ce soit, on l'informa seulement qu'elle serait convoquée à une audience préliminaire. Le juge Franklin Vannant leva les yeux de ses papiers, le visage ridé de mépris et taché, imagina-t-elle, par de nombreuses nuits de Bourbon bon marché. Danick, diacre de profession, remarqua le sourire amusé sur ses lèvres, comme si sa seule présence était une cruelle plaisanterie. « Eh bien, dit-il d'une voix traînante, la voix chargée de moquerie. Que avons-nous là ? Un acheteur compulsif, ou peut-être un voleur noir. Rien d'extraordinaire. » Des rires résonnèrent dans la salle d'audience, Danick resta immobile, refusant de se laisser voir trembler. « L'État allègue que cette femme a volé des marchandises hier, » annonça le procureur avec un enthousiasme mitigé. Vannant répondit d'une voix traînante, lente et sardonique, comme c'est opportun. « Mademoiselle Evans, même si je doute que vos paroles changent le fait que vous êtes une voleuse. » Levant le menton, Danick parla d'une voix mesurée. « C'est une erreur. J'ai payé pour chaque article. Aucune caméra n'a été vérifiée avant mon arrestation. J'ai été traité comme une criminelle sans même une question fondamentale. » Les lèvres de Vannant se sont courbées en un sourire prédateur. « Des preuves ? Des témoins » railla-t-il en se calant dans son fauteuil. « Certains pensent pouvoir déjouer le système et débarquer ici en se faisant passer pour des victimes, mais on sait comment ça marche dans des quartiers comme le vôtre. » Son cœur battait fort, mais elle refusait de broncher. Avant qu'elle puisse répondre, le juge l'interrompit avec une amabilité feinte. « Très bien, la caution est fixée à $1500. Une fois la vidéo visionnée, peut-être que la prochaine fois, vous irez faire vos courses au nord de la ville pour éviter une telle confusion. » Son rire, bruyant et cruel, résonna tandis que d'autres spectateurs se joignaient à lui. Danick le fixait sans ciller, son silence chargé d'une promesse qu'il ne parvenait pas encore à saisir. Elle resta impassible à la barre, inébranlable, même lorsque le juge aboya pour demander le versement de la caution. Dans ce silence déterminé résidait le véritable début de son combat. À peine avait-elle parlé que le juge Vannant leva la main, paume vers l'extérieur, comme pour chasser un insecte gênant. « Plus de discours, déclara-t-il, la voix lourde d'épuisement. Ce n'est pas un rassemblement pour les droits civiques, c'est un tribunal. » Danica prit une profonde inspiration.
Je demande une représentation juridique. Je veux la présence d'un avocat. Penché en avant, le juge Vannant appuya ses coudes sur le banc, joignit les doigts et laissa ses paroles résonner comme un écho sourd. Pour qui vous prenez-vous pour venir ici et exiger des choses? Un avocat? À quoi cela servirait-il, alors que nous savons tous que vous mentez? Ou allez-vous en payer un avec l'argent que vous avez volé au supermarché? Elle a tenu bon, même si chaque pic semblait être une faille dans sa résolution. Jetant un coup d'œil à ses notes, le juge ricana. Béban, c'est ça? Un nom d'esclave, adopté par ceux qui étaient libérés trop tôt. La salle d'audience est tombée dans un silence de mort. Ce n'est pas légal, réussit à dire Danica, la voix ferme malgré la boule dans sa gorge. Je t'ai dit de te taire, aboya Vannant en frappant la table si fort que les papiers sautèrent. Tu n'as aucun droit ici pendant que je parle. C'est clair? Danica s'avança, mais deux gardes la saisirent par les bras, leurs poignes de fer. Ramenez-la en cellule, ordonna Vannant, d'un ton froid comme l'acier. Laissez-la réfléchir à qui elle est vraiment et à qui elle ose défier. Il viole mes droits. Ce n'est pas de la justice, hurla Danica, la fureur et la peur se mêlant à un rugissement tandis qu'il l'entraînait. Le juge claqua la langue, s'inclinant avec une satisfaction béate. Insignifiant, marmonna-t-il, une autre femme noire grande gueule, convaincue de pouvoir défier le système. Jetée dans sa cellule, Danica sentit les murs se refermer. L'odeur du métal rouillé et de la sueur froide assaillit ses sens. Les lumières du plafond vacillaient, et quelque part au-delà des barreaux, un ventilateur ronronnait à un rythme saccadé, ponctué par les cris lointains des autres détenus. En elle, un feu féroce s'alluma aux des larmes non pas de chagrin, mais de rage impuissante et de souvenirs anciens. Elle s'installa sur le banc en béton brut, le dos raide, les yeux rivés sur l'ombre. Chaque seconde qui passait lui semblait un affront. Elle repensait à son arrestation, aucune preuve, aucun témoin, son droit à un avocat cruellement bafoué. Le juge Vannant avait transgressé toutes les limites, il lui fallait maintenant agir, et cela ne signifiait qu'un mince espoir, un coup de fil. À 22h14, une agente de service ou une jeune latina, au visage plus doux que les autres, s'est approchée de la cellule. Béban. Danica leva le menton. Après des heures d'insistance, le capitaine lui avait finalement accordé un seul appel. Son pouce accélérait, l'adrénaline coulait toujours, mais sa démarche était assurée tandis qu'elle traversait le couloir sous le regard attentif de ses codétenus. Elle entra dans la cabine téléphonique et composa le numéro sans hésiter où des années de mémorisation de ce numéro prenaient soudain tout leur sens. La ligne a sonné 2 fois, puis à la 3e sonnerie, une voix masculine a répondu « Bureau du procureur ». Black Arbroath à l'appareil. Danica ferma les yeux et retrouva son calme. Black, voici Danica Evans. J'ai été arrêté hier, aucune preuve, aucun témoin. Il me traîne au procès demain. Le juge Vannant préside. Le silence lui répondit. Finalement, le rire de Black la perça. Danica, de quoi parles-tu? Tu es à la prison du comté de Fulton. Dossier numéro 19B 782. Je suis accusé de vol ou une accusation inventée de toutes pièces, sans fondement. Le juge m'a même refusé l'assistance d'un avocat. La voix de Black grésillait de colère. Ce fossile est toujours sur le banc? Bon Dieu. Calme-toi, ne dis rien de plus. Je m'en occupe. Merci, murmura Danica. Mais fais vite. La sentence aura lieu demain. Il n'y aura pas de condamnation demain. Si Vannant tente le coup, il sera suivi par les caméras, le parquet et même le conseil d'éthique judiciaire. Tu n'es pas seul dans cette affaire, Danica. Plus une seconde de plus. Elle raccrocha et expira, la pression dans sa poitrine s'apaisant pour la première fois depuis son arrestation. Le système était truqué, mais elle en faisait partie aussi, et elle savait exactement où il pouvait être déréglé. Lorsque Danica retourna dans sa cellule, les autres femmes remarquèrent immédiatement le changement. Son visage n'était pas chaleureux, mais sa posture exprimait une force nouvelle, comme si elle pressentait déjà la tempête qui s'annonçait. Elles la regardèrent marcher, mesurée et assurée, chaque pas traduisant une tranquille résolution. Quelques instants plus tard, Danica fut conduite dans la salle d'audience, les poignets liés par des menottes en acier froid. Elle portait le même chemisier froissé et le même jean délavé que la veille, comme si les heures entre les arrestations ne signifiaient rien ici. Aucune offre de vêtements de rechange. Aucune chance de se laver du poids de la honte. Pas d'avocat à ses côtés,
pas de conseils chuchotés avec un avocat. Ici, les règles se plient aux caprices du pouvoir d'un homme et aujourd'hui, cet homme était le juge Franklin Bannan. Il entra, vêtu d'une robe aussi froissée que sa réputation, la cravate de travers sous le col et pourtant, sa démarche était imperturbable, avec l'arrogance d'un homme habitué à être irréprochable. Il rangea ses papiers d'un geste nonchalant, puis s'éclaircit la gorge dans le micro, un staccato délibéré qui fit taire même les larmes murmurées au dernier rang. L'État contre Danica Evans, lança-t-il d'un ton monocorde, parcourant le dossier du regard. Femme arrêtée pour vol présumé ou peu coopérative, impénitente, sans aveu, sans remords, sans même s'excuser. Il laissa ces mots en suspens, les yeux plissés, fixant Danique, comme si elle était la peste qu'il comptait écraser sous sa botte. Mademoiselle Evans, poursuivit-il d'une voix basse et méprisante, j'en ai vu des dizaines comme vous, chacune convaincue d'être différente, spéciale. Et pourtant, elles finissent toutes pareilles, derrière les barreaux, ou pire. Un léger murmure parcourut la salle d'audience, le procureur énuméra les points du rapport de police, description conforme, objet récupéré, pas de reçu, rien de concluant, rien qui aurait normalement permis une condamnation. Mais Bannan se fichait des preuves aujourd'hui. Frappant du marteau sur le banc, il déclara, il ne s'agit pas de fait. Il s'agit de maintenir l'ordre. Si nous laissons chaque personne ayant des griefs encombrer ces couloirs, c'est tout le système qui s'effondre. Il se pencha en avant, sa voix se transformant en un grognement conspirateur. Vous n'êtes rien, Madame Evans, juste une autre femme noire sans valeur qui implore une démonstration de clémence. Vous attendez de moi que je fasse preuve de décence, que je fasse comme si l'égalité comptait dans mon tribunal. Assez de ces rêveries. Il marqua une pause, laissant un sourire narquois se dessiner sur ses lèvres. Vos semblables, dit-il avec un large geste, appartiennent à la rue comme vos parents, comme vos voisins nés dans ce ghetto pour finir enchaînés devant moi. Il se redressa, la voix emplie d'une nostalgie sinistre. Parfois, je me dis qu'on devrait revenir aux anciennes coutumes, les mains liées, les prisonniers conduits en race campagne. Alors, ils apprendraient la véritable obéissance. Un frisson collectif parcourut les spectateurs. Quelques-uns s'agitèrent, mal à l'aise, aucun n'osa parler. Danique resta immobile, son expression indéchiffrable, pas une larme, pas un tremblement de peur. Elle attendit seulement qu'il polisse ses lunettes et se prépare à porter le coup fatal. Vu votre défiance et votre refus de manifester votre repentir, proclama Bannan, je vous condamne à 15 mois de prison. Il n'y a aucune circonstance atténuante, aucune excuse. Son marteau flottait dans les airs, prêt à anéantir son avenir, lorsque les portes du tribunal s'ouvrirent brusquement. Un homme grand, élégamment vêtu, entra, chaque pas résonnant comme un défi. Sa robe était d'un bleu marine profond, impeccablement repassée, sa voix résonnait, avec une autorité qui réduisit les huissiers au silence et figea le juge en plein mouvement. Je ne laisserai pas cette sentence être prononcée, déclara-t-il en s'avançant vers le centre avec une force tranquille. Bannan fronça les sourcils. Qui es-tu pour interrompre mon procès, aboya-t-il. Le nouveau venu esquissa un léger sourire confiant et se tourna vers Danique, dont le regard vacillait de reconnaissance et de soulagement. Je m'appelle Marcus Legrand, annonça-t-il en s'adressant au juge et à l'assemblée silencieuse. Et vous êtes au bord de la plus grave erreur que ce tribunal ait jamais connue. Les lèvres de Bannan se retroussèrent de dérision. Marcus l'ignora et se pencha en avant, comme si le magistrat en robe n'était pas plus imposant qu'un simple greffier. Ce n'est pas Danica Evans, dit-il fermement, mais Danica Evans Legrand, une avocate diplômée de Harvard avec mention, avocate plaidante décorée au niveau de l'État et fille du conseiller juridique exécutif de Géorgie. La salle d'audience sembla basculer sur son axe, tous les regards étaient rivés sur le juge, qui se retrouva dépouillé de son récit d'outrage. Vous avez bafoué ses droits, pas d'avocat, pas de procès équitable, poursuivit Marcus, la voix s'élevant avec une indignation justifiée. Vous l'avez rabaissé, vous l'avez dégradé, vous avez brandi le spectre de l'esclavage devant un tribunal du XXIe siècle. Ce que vous avez fait ici est illégal, immoral, et il sera examiné de près. Bannan ouvrit la bouche pour protester, mais les mots moururent dans sa gorge. D'un geste vif, Danique se releva, ses menottes arrachées, les clés discrètement rendues par le garde qui l'avait amenée. Elle se tenait droite, le menton levé, arborant la confiance de quelqu'un qui a attendu ce moment toute sa vie. Votre honneur, dit-elle calmement et clairement, souhaitez-vous continuer ou allez-vous vous retirer avant que ce banc ne s'effondre sous le poids de sa propre injustice? L'espace d'un instant, le juge hésita, puis s'effondra. La plainte officielle fut déposée l'après-midi même.
En moins de 24 heures, des vidéos de sa diatribe circulèrent sur toutes les chaînes d'information et les réseaux sociaux. Marcus resta aux côtés de Danick tandis que le tollé général s'amplifiait. 5 jours plus tard, la Cour suprême de l'État suspendait Bannon. Une semaine plus tard, en proie à un scandale, il démissionnait pour « raison de santé ». Danick Evans le Grand a été libéré et a été le catalyseur du contrôle judiciaire le plus complet de l'histoire du comté. Des dizaines de condamnations injustifiées ont été rouvertes. Le juge qui s'était autrefois moqué de ses souffrances a vu son héritage réécrit, jugé selon les mêmes critères qu'il avait volontairement ignorés. Car cette fois, la femme noire menottée qui se tenait devant le tribunal n'était pas une victime silencieuse, elle était la sentence prononcée.